Donc, pourquoi avons-nous choisi, ou j'ai été conseillée à choisir Tillich et Frankl? C'est premièrement, dans l'étude du religieux contemporain, on nous demande d'aller dans des champs pluridisciplinaires. Donc, théologie, Tillich, et psychologie, Frankl, afin d'avoir cette approche pluridisciplinaire sur l'être humain. Ça, je vous résume ça là, en quelques minutes. Ensuite, pourquoi Tillich et Frankl? Dans mes études et mes recherches, parce que j'en ai fait beaucoup, justement, le groupe de New York, Frankl et Tillich étaient ensemble dans le groupe de New York, se sont vraiment influencés l'un et l'autre dans ce que j'ai lu, des thèses de doctorat sur Tillich et Frankl, comment ils se sont influencés. Il y a Seitz de l'Université d'Ottawa qui vient de publier en 2006 une thèse sur les comparaisons Tillich-Frankl. Et en plus, ils ont tous les deux été sur le board de direction du Review of Existential Psychology and Psychiatry de Harvard à l'époque et ont écrit des articles côte à côte. Ensuite, en management et spiritualité, pourquoi Tillich? On a une chaire de recherche ici à Montréal, au HEC, où Thierry Pauchant dirige et il écrit dans son livre « La quête de sens des leaders » qu'on devrait se pencher sur la façon dont les existentialistes et les post-existentialistes humanistes ont regardé le regard ontologique de l'être et l'approche pluridisciplinaire, multidimensionnelle à cet être-là. Alors, ça, pourquoi aussi Tillich-Frankl. Et puis, ensuite, la littérature qui est quand même abondante, où j'ai quand même, après plusieurs mois de recherche, arrivé à trouver tous ces auteurs de thèses crédibles qui ont fait cette comparaison-là de ces deux, dans le fond, immigrants aux États-Unis au même moment et à discuter du mal-être du temps. Alors, c'est quoi le mal-être en modernité? Donc, Edmond Morin, que vous connaissez, sociologue, a dit que le mal-être, c'est que l'ère moderne a provoqué des changements non seulement sur les concepts de l'être au niveau théologique, philosophique, mais sur ce même être dans ses aspects sociopolitiques et économiques. Un diagnostic troublant, mondialisation, performance, individualité, rationalité, favorise l'objet. Dans le fond, c'est de ça qu'on parle. On regarde l'homme-machine et par conséquent l'épuisement des ressources. Notre planète Terre est menacée et en crise de par la façon qu'on regarde le monde. Il y a un excès qui surgit de ça, comme dit Gisèle. Qu'est-ce qui dépasse? Ce qui dépasse est qu'on ne peut pas compartimenter. Et c'est ce qui ressort. Alors, c'est ce que dit quand même, sans je l'interprète, mais je l'ai déjà rencontré, cette ère disjoint sujet et objet, âme, corps, esprit, matière, et détermine une double vision, un dédoublement du même monde. Alors, dans son livre, excusez, le mal-être, j'ai oublié de changer, la quête de sens, excusez. C'est juste avant. La quête de sens, dans son livre, ce qu'il dit, Pauchant, avec des psychologues, c'est un forum composé de personnes, d'académiciens, de gens d'entreprise, et qui se sont rencontrés pour se pencher sur ce mal-être dans les pays industrialisés. Il dit que le leader, au lieu d'aboutir à un dépassement de lui-même dans un projet existentiel pourvu de sens, se retrouve confronté à une forme de destruction de lui-même et un non-sens existentiel. Ce qui était toute sa vie, donc se dépasser, comme Rogers, self-actualization, oui, mais sans avoir son propre sens à sa vie. On se dépasse, mais on se perd en se dépassant. C'est ce qui se passe dans le culte de la performance de nos sociétés, suivant les études que Pauchant a fait. Donc, il mentionne, Pauchant, dans un de ses livres, cette citation que je vous laisse lire de Tillich, parce que, justement, il suggère de se pencher sur l'étude de Tillich et de Frankl. Alors,
Alors, j'entre au cœur de ma présentation. Quels sont ces paramètres de l'être après avoir, pour arriver à développer la conceptualisation des paramètres clés du mal-être, il fallait que, en puisant dans les œuvres de Tillich et de Frankl, que je construise les fondements ontologiques et qui, à mon grand étonnement, a fait émerger des bases tout à fait nouvelles de ressemblance. Vraiment, vous allez voir plus loin. Alors, en premier, il faut voir leur conception du monde. C'est ceux qui ont été influencés par tous ceux que vous connaissez, les intellectuels de leur temps, puis leur objectif, c'était de cerner ce mal-être en explorant les dimensions ontologiques de l'être qui étaient au cœur même de leur discussion. Comme je vous ai dit, ils faisaient partie des mêmes conseils, donc vous avez le même point de vue suivant les recherches qui ont été faites, que j'ai faites. Alors, ça me fait penser à Gisèle. Je disais qu'à la lumière de nos recherches en épistémologie de la religion, on a eu aussi le professeur Filion qui est venu nous donner des cours. On a réfléchi sur le déplacement épistémologique, religion, religieux, théologique, dont vous parlez, Monsieur Gisèle, dans votre livre. Et on peut affirmer que la vision de ces deux chercheurs était peut-être d'avant-garde de par le regard qu'ils portaient sur l'homme, parce que, justement, ils discutaient en théologie et en psychologie, et ce groupe de New York et de Harvard, les deux, visait à promouvoir le dialogue entre psychologie et théologie en affirmant une nouvelle façon d'explorer les deux disciplines. C'était une façon de voir la théologie et la psychologie à accent philosophique, anthropologique, à dimension ontologique. Alors, c'est pas pour rien que les deux ont écrit au même moment Ultimate Meaning, Man's Search for Meaning, Courage d'être. Donc, tous les deux exploraient le même mal-être, finalement, avec la même perspective. Donc, qu'est-ce qui est différent des deux? Qu'est-ce qui ajoute l'un à l'autre? C'est ce qui est intéressant. Je peux vous dire que j'ai juste 15 minutes pour vous dire ça. Donc, moi, j'ai fait, si vous voulez, un schéma ici que vous allez voir. Vous n'avez pas à tout comprendre tout de suite. Donc, il y a, oui, selon les deux, un déplacement au niveau des ressemblances dans le processus qu'il appelle d'actualisation de la vie. Frankl l'appelle les phases de développement et Tillich, c'est le processus d'actualisation, et donc qui se déplace à la verticale de 1 à 2, de l'essence à l'existence, et ensuite à l'horizontale pour aller vers une transcendance. Mais tout est lié un et l'autre. Deuxièmement, les ressemblances sont celui de l'être essentiel qui est au cœur, l'essence de l'être dans l'auto-intégration de Tillich et dans la transcendance de soi de Frankl, et ensuite l'être existentiel dans l'autocréation et dans la responsabilisation de soi. Puis ensuite, on parle d'un être sublimé ou qui en tout cas vit la sublimation, qui est dérivé de 1 et 2, mais ça ne se fait pas, on le dit bien, c'est cyclique, puisque l'homme est dans une spirale qui lui permet de régresser, de remonter avec toutes les ambiguïtés. Mais c'est le processus que tous les deux parlent pour décrire l'actualisation de l'être humain. Donc, ici, en plus de ces ressemblances ontologiques essentielles pour notre compréhension, il y a une autre chose essentielle qui, en tout cas, me sont sautées aux yeux, c'est cette dimension en 3D qu'on parle depuis toute la journée, qui est une dimension de bipolarité et d'ambiguïté, qu'on parle d'ambiguïté parce que c'est des tensions. Alors, j'ai mis un atome. Et on peut voir dans la description d'une molécule comment l'être humain, qui on est fait à 70% d'eau, on est toujours des êtres ambigus. Et ce qui parle, le fini, l'infini, l'être, le non-être, fait partie de soi. Et pour Tillich et Frankl, dans le processus d'actualisation, il y a cette part qui parle d'individuation, participation, dynamique et forme, et de liberté de destinée.
Donc, pour aller encore plus vite, l'être et son essence, quelle est-elle? Quels sont les paramètres? Alors, pour Tillich, c'est le soi-monde, et pour Frankl, c'est le soi inconscient spirituel, et ça fait partie de l'être essentiel. Donc, pour aller plus loin dans ça, j'ai mis la loupe dans mon projet pour produire mon projet de thèse. On m'a demandé d'aller voir encore plus loin dans cet être qui est décrit par Tillich et par Frankl. Quels sont les paramètres, quels sont les éléments noogéniques de cet être-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait de couches, de niveaux, etc. C'est justement ce que Frankl vient éclairer à la discussion, c'est que c'est en 3D, en 4D. On ne peut pas dire que c'est à un niveau comme ça. L'être humain et on parle d'un vase. Quand on le regarde d'une lumière comme ça, on voit un cercle, alors que ce même vase, s'il est reflété par là, bien, on le voit en longueur. Donc, c'est comme ça qu'il faut regarder la vie. Et l'importance de l'être, c'est ce qu'on dit, ce que Frankl dit dans ses lois ontologiques. Donc, ce soi inconscient spirituel de Frankl décrit un inconscient spirituel qui est au centre de l'être. Si je vous mets le tableau ici, et c'est une unité, et c'est ce centre spirituel qui unifie l'inconscient, le conscient, le subconscient, et qui participe à plusieurs dimensions de l'être. C'est un centre spirituel que Frankl appelle ce soi inconscient et Tillich soi-monde, et qui assure la centricité, parce que Tillich parle beaucoup de centricité. C'est un spirituel qui pénètre toutes les couches, et cet inconscient peut surgir à tout moment au conscient. Donc, on dit qu'il est inconscient, mais il surgit au conscient. Et là, je vous parle de Freud, parce que Frankl a vraiment... Frankl a été regardé et nous expliquer la différence. C'est que ce qu'il dit, c'est qu'en psychologie, que ce soit de Freud ou de Jung, mais on va parler en premier de Freud, là, très brièvement, c'est que Freud c'est que Frankl a introduit le spirituel au cœur du moi. Si on regarde le ça, si ceux qui connaissent un peu la psychologie, Freud ne parlait que de l'inconscient pulsionnel et le divin ou l'inconscient aurait été d'une nature pulsionnelle, donc, et qui aurait été dans le ça. Et c'est de ça que Frankl il demande une révision des frontières et pour ajouter un nouveau inconscient spirituel qui est à l'intérieur de l'être, donc qui donne à l'être sa centricité et qui est à l'intérieur du moi. Ensuite, un autre paramètre, c'est celui de la puissance d'être. Pour les deux, dans cette essence, dans l'être essentiel, il y a un pouvoir, une potentialité. Frankl parle de présence, de pré-volonté d'être, alors que Tillich va parler d'élan vital, d'intentionnalité. Ensuite, il y a une docteure qui s'appelle James Elor, a pris le schéma de Frankl et a repris Tillich en faisant certaines comparaisons et parle du ground of being, que Tillich parle comme étant l'esprit au cœur même de l'être, un esprit avec un petit « e ». Et Tillich, c'est cet esprit-là dont il parle quand il parle d'esprit. Il utilise les mêmes termes que Tillich. Là, j'oublie les termes en allemand, mais il compare ce petit « e » de l'esprit qui serait de l'inconscient spirituel. Donc, en résumé, ce qui donne à l'être ses paramètres, c'est la centricité pour les deux. Ensuite, le ground of being, l'intentionnalité et le pouvoir d'être. Et pour Tillich, le pré-volonté, présence. Ensuite, je ne voulais pas oublier qu'il y a aussi cette tension-là chez Frankl pour décrire l'être. Il y a toujours dans cette dimension-là essentielle l'individuation, participation. Bien, Frankl en parle de la même façon, sans parler de bipolarité, il parle de tension. L'être veut participer,
veut participer à lui-même, se retourne vers lui-même, se retourne vers d'autres pour essayer de trouver son individuation. Est-ce qu'il participe? Est-ce qu'il ne participe pas? Et de là, cette ambiguïté, je vous le dis vraiment en résumé pour vulgariser parce que j'en aurais long à vous dire. L'être et son existence, ensuite, donc ça aussi, les dimensions ontologiques de l'être existentiel. Donc, Tillich appelle l'autocréation. Frankl, c'est la responsabilisation de soi. C'est l'essence, dans le fond, qui fait la trajectoire de dépassement de soi et le dépassement de sa forme actuelle. Donc, on arrive à un dépassement et, justement, à une dynamique et forme qui prend forme et qui est cruciale dans le processus d'actualisation. Donc, si j'arrive aux paramètres, au niveau de l'autocréation, c'est l'intentionnalité et la puissance de l'être qui prend forme. Donc, le power of being devient meaning of being. Présence, prévolonté qui s'actualise en meaning of being. Et je pense que ce que je vous dis là, ça peut faire du sens à tout le monde qui expérimentons la vie, qui régressons, remontons, faisons des spirales, mais finalement, c'est cet élan vital à l'intérieur de nous qui fait qu'on est ici aujourd'hui, par exemple. Alors, l'être et la transcendance, c'est la troisième dimension de l'être sublimé. Comment est-il sublimé? Bien, c'est une trajectoire horizontale et c'est l'expérience que l'homme peut connaître de par les choix qu'il exerce dans ses deux autres fonctions de l'existence et de l'essence et de l'existence. Il part de l'essence qui se traduit en existence et de par ses accomplissements, il peut arriver à faire l'expérience de l'esprit avec un grand E, de la présence et du bien-être. Alors, le mal-être, parce que, donc, j'ai des tableaux comparatifs, s'il y en a qui sont vraiment intéressés, puis je les ai intégrés. Mais, donc, le paramètre du mal-être, c'est très simple, c'est qu'au niveau de l'auto-intégration, dans ce processus d'actualisation-là, qu'est-ce qui se passe? C'est une angoisse téléologique par rapport à une angoisse ontologique. Ce que parle Tillich et même Lemay, là, dans son livre « Se tenir debout », il dit que c'est important de vraiment faire la distinction. Je n'irai pas loin, là, en l'angoisse, la peur de la mort, du fini-infini qui est inhérente à l'homme et de celle d'avoir peur de ne pas réaliser ce pourquoi on est né. C'est de ça qu'on parle quand on parle ici de cette angoisse téléologique. Et les principales répercussions de cette aliénation existentielle se fait sentir au niveau de la structure du soi-monde et du soi inconscient spirituel. J'ai mis un X, c'est pour vous dire qu'il y a coupure. Il y a coupure entre le soi-monde ou le soi inconscient. C'est qu'on n'est plus conscient de son inconscient spirituel, on n'est plus conscient de sa relation, on est étranger à soi-même au niveau de son essence. Donc, il y a une séparation aussi au niveau de notre dynamique, des bipolarités, de l'individuation et de la participation. Dans un deuxième temps, s'il y a cette coupure-là, on arrive à l'existence et donc on est séparé totalement entre notre soi-monde et les actions qu'on va exercer dans le monde, dans son existence. Donc, l'existence, l'être existentiel, est totalement séparé de l'être essentiel. Donc, on peut se transformer en un être qui fait des actions dans le monde à une grandeur X, mais qui est complètement détaché de l'essence même de ce pourquoi l'être a été créé, ce qui fait justement qu'on appelle des névroses existentielles ou des aliénations, comme la concupiscence ou le hubris. J'oublie tout le temps, mais c'est bien ça qu'on parle. On se retourne vers soi où on va tellement à l'extérieur qu'on s'oublie soi. Là, c'est vraiment vulgarisé au maximum parce que j'avais 200 pages que j'aurais pu vous présenter. Et donc, à cette étape, c'est dynamique et forme qui est coupée. Le dynamisme, l'intentionnalité ne peut pas prendre forme. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est bien plus compliqué que ça.
Ensuite, donc, évidemment, on ne peut faire l'expérience de la transcendance. Donc, je vais très vite là-dessus. Il me reste encore 5 minutes. Oui, je vous laisse. Alors là, j'ai fait des tableaux qui intègrent, pour vous montrer, ils sont complexes, mais en simple, c'est ça. C'est ça le mal-être. Ça se résume à ces paramètres, ces caractéristiques, parce qu'à gauche, on a toujours les mêmes paramètres. Pour chacune des fonctions, les paramètres sont le soit monde, soit inconscient spirituel en 1. Ensuite, les bipolarités, individuation, participation. Ensuite, il y a la fonction 2, l'être existentiel qui est dans la fonction 2 et la responsabilisation pour Frankl et la polarité, forme et dynamisme. Donc, quand on est dans le mal-être, l'être essentiel, étranger à lui-même, perte de sens et séparation. Donc, c'est mis, c'est intégré, c'est des caractéristiques du mal-être qui sont à la fois, quand on lit à fond Frankl, et ça, je mets au défi des gens de m'en parler parce que j'ai vraiment été à fond des œuvres de Frankl, et c'est sûr que j'en ai toujours à apprendre, et j'ai été au fond de l'œuvre de Tillich pour essayer de comprendre, puis je vous encourage à m'aider à aller plus loin parce que je pense que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant qui va pouvoir en aider d'autres. Donc, dans la partie 3, c'est les paramètres de cette transformation. Alors, la clé qui est intéressante qu'on a parlé aujourd'hui entre ce mal-être et ce bien-être, c'est le courage d'être. C'est quoi ce courage d'être-là des deux? Vous avez parlé de transcender en partie, de dépasser, mais de ne pas dépasser pour ne pas prendre compte, parce qu'il y a la résolution de Heidegger qui dit vraiment que dans cette résolution, on tient compte de cette ambiguïté, on l'accepte. En l'acceptant, on est des êtres finis, on ne peut pas réaliser l'universel qui est en nous. On doit accepter ce fini-là, on doit accepter la mort, on doit accepter le non-être qui est en nous, mais en acceptant, on peut aussi avoir le courage d'être. C'est ce courage qui est fort dans la première fonction. C'est le courage, dans le fond, d'être soi. Je vais très vite. Courage d'être soi, courage d'être accepté et d'accepter d'être accepté par un Dieu, par Dieu, d'être et de ne pas être parfait, d'accepter que Dieu n'est pas culpabilité, d'accepter d'être un être imparfait, le courage de la foi, l'acceptation de ses bipolarités et de ses ambiguïtés. En 2, le courage d'être soi dans le monde au sein d'une collectivité, parce qu'en 2, on peut accepter d'être soi, mais si on n'accepte pas de traduire ses accomplissements dans le monde, à ce moment-là, il y a une autre partie qui ne peut s'accomplir, et donc on ne peut accéder à une expérience spirituelle, une présence spirituelle du esprit avec un grand S. Alors, c'est les indicateurs émergents. Alors, ensuite, pour terminer, parce que, dans le fond, ça vient terminer, c'est le courage d'être soi, c'est un résumé dans chacune des fonctions, le courage de ses ambiguïtés. On arrive, dans le fond, aux paramètres du bonheur qui sont intégrés ici à partir des paramètres de l'être. Qu'est-ce qu'un être qui est heureux? C'est un bien-être que la personne va ressentir. C'est une façon d'être soi, que dirait Tillich. Et Frankl, de par son être essentiel, qui est transcendé à soi-même, où il y a une centricité entre soi et son inconscient spirituel, entre soi et le monde, un équilibre entre individualisation et participation. En 2, il y a un être, il se sent un être existentiel de par cette centricité qui s'est traduite par des accomplissements dans son existence. Et de par ces deux fonctions qui sont tributaires d'un choix que la personne exerce et de par le courage que cette personne, cet individu a, de par son existence,
il peut arriver à expérimenter Dieu ou une présence spirituelle, puisque cette approche est là pour des gens dans le religieux, dans la société laïque comme dans la société religieuse, mais c'était dans le but d'aider des gens qui sont aux prises avec ce mal-être existentiel auquel présentement la société, à part les médicaments, n'a pas encore trouvé des solutions. Donc, à partir de cette architecture, de cette conceptualisation, j'ai encore plusieurs mois et années de travail. Le but, c'est de développer cette pratique pour les leaders d'aujourd'hui qui permettra de les aider, les accompagner. Donc, j'ai lu Christine Hollenbaker, qui fait de la théologie pratique et qui, elle, justement, a des pratiques psycho-religieuses ou religieuses. On a ici au Québec des institutions qui préconisent des accompagnements spirituels. Donc, cette approche aura pour but d'intégrer, si vous voulez, pour qu'une pratique puisse aider les gens de notre société qui sont aux prises avec ce mal-être. Merci beaucoup.